Vous croyez qu'une seule promesse peut illuminer les ténèbres? Qu'un cœur brisé peut encore semer l'espoir? Accrochez-vous, car l'histoire de Jean Dubois, c'est bien plus qu'une simple vie à la ferme. C'est un voyage au cœur du deuil, une quête de rédemption où chaque larme versée nourrit un rêve incroyable. Préparez-vous à ressentir, à espérer, à croire, car ce que Jean va découvrir va bouleverser sa vie, et, peut-être, la vôtre. Le soleil se levait lentement sur la ferme du deuil. Ironie cruelle, ce nom n'avait jamais aussi bien collé à cet endroit. Jean Dubois, le dos courbé, les mains calleuses, agrippées à la clôture, observait ces terres. Autrefois, un tableau de bonheur, de rires d'enfants, d'animaux gambadant joyeusement. Aujourd'hui, un paysage grisâtre, imprégné de la tristesse qui le rongeait. Anaïs, son Anaïs. L'écho de son rire, la douceur de ses traits, tout lui revenait en mémoire, le poignardant à chaque instant. Sa petite fille, envolée trop tôt, emportant avec elle une part essentielle de son âme. La ferme, autrefois son royaume, était devenue une prison. Chaque pierre, chaque arbre, chaque brin d'herbe lui rappelait cruellement son absence. Il se souvenait de ses derniers jours, de son petit corps affaibli, de son regard clair rempli d'espoir, et de cette promesse, murmurée dans un souffle, une promesse qu'il avait juré de tenir, construire un hôpital pour les enfants malades. Un hôpital. Lui, simple fermier, comment pouvait-il réaliser une telle chose? L'idée semblait aussi folle qu'impossible. Les jours passaient, identiques et désespérants. Jean se levait, nourrissait les animaux, travaillait la terre, le corps automatique, l'esprit ailleurs. La nuit, le sommeil ne venait pas. Les souvenirs l'assaillaient, les regrets le torturaient. Il revoyait Anaïs, son sourire, sa main agrippée à la sienne. Un soir, assis sur le seuil de sa maison, le regard perdu dans l'obscurité, il sentit une brise légère caresser son visage. C'était comme une présence, un murmure. Il ferma les yeux et revit l'image d'Anaïs, rayonnante, le regard rempli de confiance. Et cette promesse qu'il avait faite, qui résonnait maintenant comme un appel à l'action, un défi à relever. Jean savait que le chemin serait long et ardu, qu'il devrait affronter bien des obstacles. Mais l'image d'Anaïs et la promesse qu'il lui avait faite le poussaient à envisager l'impensable. Pouvait-il, malgré son deuil, malgré ses doutes, transformer sa douleur en un acte d'amour? La question le hantait, le tourmentait, et pourtant, une étincelle d'espoir commençait à briller dans son cœur meurtri. Jean resta assis là, sur le seuil, la fraîcheur du soir lui mordant les joues. La promesse, elle résonnait en lui, non plus comme une douce mélodie, mais comme un coup de tonnerre. Construire un hôpital, lui, c'était absurde. Il n'avait plus un sou, à peine de quoi survivre. La ferme, c'était tout ce qui lui restait d'Anaïs, un lieu de souvenirs doux amers, mais aussi un fardeau. Comment pouvait-il espérer accomplir une chose pareille? Il se leva, les jambes lourdes, et rentra dans la maison. La pièce unique était plongée dans une pénombre réconfortante. Il alluma une lampe à pétrole, et la faible lumière révéla les objets familiers. La table de bois usée, les chaises dépareillées, le portrait d'Anaïs accroché au mur. Son sourire semblait se moquer de lui, ou peut-être l'encourageait-il. « Anaïs, ma petite, » murmura-t-il, « tu me demandes l'impossible. » Il se laissa tomber sur une chaise, le visage dans les mains. Les mots d'Anaïs lui revenaient en mémoire, clairs et précis. « Papa, il faut aider les autres enfants. Promets-moi que tu feras quelque chose. » Il avait promis, sur son lit de mort. Comment pouvait-il rompre une telle promesse? Mais comment pouvait-il la tenir? La nuit passa, agitée de rêves et de cauchemars. Jean se revoyait enfant, courant dans les champs avec Anaïs, puis il la voyait, malade, dépérir, et enfin il entendait sa voix, faible mais déterminée, lui demander de construire un hôpital. Au petit matin, il se leva, épuisé mais résolu. Il devait faire quelque chose, au moins essayer. Il ne pouvait pas laisser la promesse d'Anaïs mourir avec elle. « D'accord, Anaïs, dit-il à voix haute, on va essayer, on va voir ce qu'on peut faire. » Il savait que le chemin serait long et difficile, qu'il devrait affronter bien des obstacles, mais pour Anaïs, il était prêt à tout, même à l'impossible. Il prit une feuille de papier et un crayon et commença à griffonner des idées. Comment financer un tel projet? Comment trouver un terrain?
Comment obtenir les autorisations nécessaires? Les questions se bousculaient dans sa tête, mais il ne se laissa pas décourager. Il se souvint d'une conversation qu'il avait eue avec Anaïs, quelques semaines avant sa mort. Elle lui avait parlé de camions, de gros camions qui transportèrent des matériaux de construction. Elle adorait les regarder passer. « Si j'avais des camions, papa, je pourrais construire des maisons pour tout le monde », avait-elle dit. Les camions, une idée germa dans l'esprit de Jean. S'il pouvait se procurer des camions, il pourrait peut-être commencer à transporter des matériaux et gagner un peu d'argent. Ce serait un début. Il se leva, déterminé. Il devait se renseigner. Il devait savoir comment acheter des camions. Le chemin était encore flou, incertain, mais une chose était sûre, il allait se battre. Pour Anaïs, pour sa promesse, pour l'espoir. Jean, le cœur battant, se gara devant la concession Mercedes-Benz. L'air était lourd, chargé de la promesse qu'il avait faite à Anaïs. Il inspira profondément, essayant de chasser l'appréhension qui le tenait à la gorge. À l'intérieur, le luxe criait. Des voitures rutilantes, des bureaux impeccables. Jean, avec sa veste usée et ses mains calleuses de paysan, se sentait terriblement déplacé. Une jeune femme, Chantal, s'approcha avec un sourire glacé. « Puis-je vous aider, monsieur ?» Son ton laissait entendre qu'elle en doutait fort. « Je voudrais me renseigner sur des camions, » balbutia Jean. « Des camions pour transporter des matériaux de construction. » Chantal leva un sourcil. « Des camions? Vous ?» Son regard parcourut Jean de la tête aux pieds, un mélange de mépris et d'amusement dans les yeux. « Je crois que vous vous trompez d'endroit, monsieur. On ne vend pas des brouettes ici. » Gérard, le gérant, arriva, attiré par le bruit. Il jeta un coup d'œil à Jean et son visage se ferma. « Chantal a raison. On n'a rien pour vous ici. Allez voir ailleurs, paysan. » Les mots claquèrent comme des gifles. Jean sentit la honte le submerger. Il voulut s'enfuir, disparaître. La promesse d'Anaïs lui sembla soudain un fardeau impossible à porter. Soudain, une voix calme et posée retentit. « Gérard, Chantal, un peu de respect, s'il vous plaît. » Un homme d'une cinquantaine d'années, élégant et souriant, s'approcha. « Je suis le docteur François, le propriétaire. Puis-je vous aider, monsieur ?» Jean leva les yeux, surpris par la douceur du regard. « Je suis Jean Dubois. Je voulais juste des renseignements sur des camions pour un projet. » Un projet? Le docteur François afficha un intérêt sincère. « Racontez-moi ça. » Jean, hésitant, expliqua son projet d'hôpital pour enfants, la promesse faite à Anaïs. Il parla de sa ferme, de son manque d'argent, de son désespoir. Le docteur François écouta attentivement, sans l'interrompre. Son regard restait empreint de compassion. Quand Jean eut terminé, il lui sourit. « Je comprends votre démarche, monsieur Dubois, et je suis touché par votre histoire. » Il se tourna vers Gérard et Chantal, un éclair de réprobation dans les yeux. « Vous devriez avoir honte de votre comportement. Monsieur Dubois est un homme courageux et déterminé. » Il se tourna de nouveau vers Jean. « Monsieur Dubois, je vais personnellement m'occuper de votre demande. Venez dans mon bureau, nous allons en discuter. » Jean, abasourdi, suivit le docteur François. Il sentit une lueur d'espoir renaître en lui. Peut-être, après tout, la promesse d'Anaïs n'était pas si impossible à tenir. Le docteur François lui fit asseoir, lui offrit un café et prit le temps de comprendre exactement ses besoins. Il lui expliqua les différents modèles de camions, les options de financement et même les démarches administratives. Jean, pour la première fois depuis longtemps, se sentit écouté et respecté. « Écoutez, monsieur Dubois, » dit le docteur François en souriant. « Je vais vous faire une proposition. Je sais que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Je vais vous faire un prix spécial sur les camions dont vous avez besoin. Un prix que vous ne trouverez nulle part ailleurs. » Les yeux de Jean s'écarquillèrent. « Vous feriez ça pour moi, pour vous et pour Anaïs, » répondit le docteur François, « et pour tous les enfants qui bénéficieront de cet hôpital. » Un nœud se serra dans la gorge de Jean. Il sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne sais pas quoi dire. Merci, merci infiniment. » Le docteur François lui tendit la main. « Il n'y a pas de quoi. Je suis heureux de pouvoir vous aider. Maintenant, il faut prendre une décision. Êtes-vous prêt à accepter mon offre ?» Jean regarda le docteur François dans les yeux. Il vit de la sincérité, de la compassion, de l'espoir. Il pensa à Anaïs, à sa promesse, à l'hôpital. Il serra la main du docteur François avec force. « Oui, dit-il d'une voix ferme. « Oui, j'accepte. » Le docteur François sourit.
Alors, c'est décidé. Nous allons construire cet hôpital ensemble. Jean quitta la concession Mercedes-Benz avec le cœur léger. La route était encore longue et difficile, mais il savait qu'il n'était plus seul. Il avait trouvé un allié, un mentor, un ami. Le docteur François, avec sa gentillesse et sa générosité, lui avait redonné l'espoir. Il était prêt à affronter tous les obstacles, pour Anaïs, pour sa promesse, pour l'avenir. Et il se demandait avec impatience comment allait-il pouvoir réunir l'argent restant pour finaliser l'achat des camions. Jean sentit le papier glacé du contrat entre ses doigts. Un contrat, un vrai, un engagement. Il relut les lignes, les chiffres, les clauses. Tout lui semblait à la fois clair et incroyablement flou. Clair parce que le docteur François avait pris soin de tout lui expliquer en termes simples. Flou parce que la réalité de cet acte le dépassait. Il s'apprêtait à signer, à se lier, à s'endetter pour quelque chose qui lui semblait encore un rêve inaccessible. Il leva les yeux vers le docteur François, qui le regardait avec un sourire encourageant. « Vous êtes sûr de ce que vous faites, Jean ?» demanda le médecin d'une voix douce. Jean hésita. Était-il sûr? Non. La peur, l'incertitude, le poids du deuil, tout cela pesait encore lourdement sur ses épaules. Mais il y avait aussi, enfoui au plus profond de lui, une étincelle. L'étincelle de l'espoir, l'étincelle de la promesse faite à Anaïs. Il pensa à sa fille, à son sourire, à ses yeux brillants. Il pensa aux enfants malades, à leurs souffrances, à leurs besoins d'espoir. Il pensa à l'hôpital, à la vie qu'il pourrait apporter, à la joie qu'il pourrait susciter. Il prit une profonde inspiration et posa sa main sur le contrat. Ses doigts tremblaient légèrement. Il regarda le docteur François une dernière fois. « Oui, dit-il, sa voix tremblant un peu moins. « Oui, je suis sûr. » Il prit le stylo que le docteur François lui tendait et signa. Un simple coup de stylo. Un geste anodin en apparence. Mais pour Jean, c'était bien plus que cela. C'était un pas décisif. Un pas vers la lumière. Un pas vers la guérison. Un pas vers l'accomplissement de sa promesse. Le docteur François lui serra la main avec chaleur. « Félicitations, Jean. Vous venez de franchir une étape importante. » Jean hocha la tête, incapable de parler. Il sentait un mélange d'excitation et d'appréhension l'envahir. La joie de se rapprocher de son but se mêlait à la peur de l'inconnu, au défi qui l'attendait. « Maintenant, » reprit le docteur François, « il faut s'occuper des détails. Nous allons organiser la livraison des camions, et nous allons commencer à travailler sur les plans de l'hôpital. » Jean acquiesça. Il se sentait un peu dépassé, mais aussi incroyablement déterminé. Il avait signé le contrat, il avait franchi le seuil. Il était engagé. Il se leva, le contrat en main. Il remercia le docteur François une fois de plus, sa gratitude palpable. En sortant de la concession Mercedes-Benz, Jean respira l'air frais du soir. Le ciel était parsemé d'étoiles. Il leva les yeux vers elle et pensa à Anaïs. « Je ne te laisserai pas tomber, » murmura-t-il. « Je vais construire cet hôpital. Je te le promets. » Il serra le contrat contre sa poitrine et se dirigea vers sa vieille voiture. Il savait que le chemin serait long et difficile. Il savait qu'il y aurait des obstacles, des déceptions, des moments de doute. Mais il savait aussi qu'il n'était plus seul. Il avait le docteur François à ses côtés. Il avait la promesse d'Anaïs qui le guidait. Et il avait, au fond de lui, une force nouvelle, une détermination inébranlable. La construction de l'hôpital était maintenant plus proche que jamais. Mais une question persistait dans son esprit. Comment allait-il réunir l'argent restant ? L'aventure ne faisait que commencer. La nuit était sombre, mais une étoile brillait, celle de l'espoir, et Jean savait qu'il devait la suivre, coûte que coûte. Le contrat signé était un engagement, une promesse sacrée qu'il allait honorer pour Anaïs, pour les enfants, pour lui-même. Sarah sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle s'approchait de la vieille porte en bois. De retour à sa ferme, le contrat signé dans sa poche, Jean ressentait un mélange d'excitation et d'appréhension. La promesse faite à Anaïs prenait forme, mais les obstacles se dressaient déjà devant lui. Il devait annoncer la nouvelle à la communauté, solliciter leur aide. Il savait que certains seraient sceptiques, voire hostiles. Le lendemain matin, Jean se rendit à la boulangerie, le cœur battant. L'odeur du pain chaud embaumait l'air, mais il n'y prêta pas attention. Il cherchait à voir les visages familiers, ceux qu'il croisait tous les jours.
Chantal, la boulangère, l'accueillit avec un sourire. « Bonjour Jean, comment allez-vous ce matin ?»« Bonjour Chantal, » répondit Jean, hésitant. « J'aurai quelque chose à vous annoncer. À tous. » Bientôt une petite foule se rassembla autour de Jean. Gérard, le garagiste, était là, les bras croisés, quelques voisins, les sourcils froncés, l'atmosphère était tendue. Jean prit une profonde inspiration. « J'ai décidé de construire un hôpital pour enfants, ici, dans notre village. » Un silence glacial accueillit ces paroles. Puis les murmures commencèrent. « Un hôpital ? Mais Jean, vous n'avez pas les moyens !» s'exclama un voisin. « C'est une folie !» ajouta Gérard d'un ton moqueur. « Vous êtes juste un vieux fermier. Qu'est-ce que vous y connaissez à la construction d'un hôpital ?» Jean sentit la colère monter en lui, mais il se força à rester calme. « Je sais que ce sera difficile, » dit-il, « mais je suis déterminé. J'ai promis à ma fille, Anaïs... » Sa voix se brisa. Il reprit plus fermement. « J'ai signé un contrat. Je vais le faire. » Les réactions étaient mitigées. Certains restaient sceptiques. D'autres semblaient touchés par sa détermination. Chantal s'approcha de Jean et lui posa une main sur l'épaule. « Jean, je vous connais. Je sais que vous êtes un homme bon. Si vous avez besoin d'aide pour la boulangerie, je suis là. » Un autre voisin, Monsieur Dubois, aucun lien de parenté, un ancien maçon, s'avança. « Je ne suis plus tout jeune, mais je peux vous donner quelques conseils sur la construction. » Jean sentit un rayon d'espoir percer l'obscurité. Il n'était pas seul. Des alliés commençaient à se manifester. Cependant, le scepticisme persistait. Gérard restait dubitatif. « Je ne crois pas que vous réussirez, » dit-il. « Mais si vous avez besoin d'un coup de main pour réparer vos vieux camions, vous savez où me trouver. » Jean savait que Gérard n'était pas encore convaincu, mais il sentait une ouverture. L'influence du docteur François avait peut-être commencé à porter ses fruits. Chantal, elle, semblait sincèrement touchée. « Vous savez, Jean, » dit-elle, « j'ai toujours admiré votre courage. Perdre Anaïs a dû être terrible. Si ce projet peut vous aider à surmonter votre deuil, alors je suis de tout cœur avec vous. » Jean la remercia d'un sourire sincère. Il savait que le chemin serait long et difficile, mais il était prêt à affronter les obstacles. Il avait des alliés, des personnes qui croyaient en lui, et il avait la promesse faite à Anaïs, une promesse qu'il était déterminé à tenir. Plus tard dans la journée, Jean reçut la visite de Chantal et de Gérard. Ils apportaient des plans de construction qu'ils avaient trouvés dans de vieux manuels. « Nous avons pensé que ça pourrait vous aider, » expliqua Chantal. Gérard connaît bien les plans techniques. Gérard hocha la tête, un peu gêné. « J'ai peut-être été un peu dur ce matin, » admit-il. « Mais je veux bien vous aider. Je connais quelques entrepreneurs qui pourraient être intéressés. » Jean était touché par leurs gestes. Il savait que ce n'était qu'un début, mais c'était un pas dans la bonne direction. Il avait surmonté les premiers obstacles. Il avait trouvé des alliés. Sa détermination s'en trouvait renforcée. Mais la route était encore longue. La communauté était divisée. Certains le soutenaient, d'autres restaient sceptiques. La tension était palpable. Comment Jean allait-il réunir tout le monde autour de son projet? Comment allait-il prouver qu'il était capable de tenir sa promesse? L'aventure ne faisait que commencer. Le lendemain matin, le soleil inondait le village d'une lumière dorée. Jean se rendit à la boulangerie, le cœur un peu plus léger. L'accueil chaleureux de Madame Leclerc la veille l'avait réconforté. Il sentait que le vent tournait. « Bonjour, Jean !» lança Monsieur Dubois, le boulanger, avec un sourire. « Alors, ce projet d'hôpital, ça avance ?»« Petit à petit, » répondit Jean en prenant un café. « Chantal et Gérard m'ont apporté des plans hier. Ils m'aident à y voir plus clair. »« C'est une bonne chose, » approuva Monsieur Dubois. « Ils ont des compétences utiles. Et puis, voir tout le monde s'entraider, ça fait du bien. » La nouvelle du projet de Jean se répandait comme une traînée de poudre dans le village. Au début, le scepticisme dominait, mais petit à petit, la curiosité et l'espoir prenaient le dessus. Les gens commençaient à se poser des questions, à se demander s'ils ne pouvaient pas, eux aussi, apporter leur pierre à l'édifice. Chantal et Gérard, fidèles à leurs promesses, étaient devenus des alliés précieux. Gérard, avec son expérience en construction, aidait Jean à décortiquer les plans et à estimer les coûts. Chantal, elle, utilisait son réseau pour trouver des fournisseurs de matériaux à des prix raisonnables. Leur transformation était radicale. Les anciens préjugés avaient disparu, remplacés par une sincère volonté d'aider.
Un jour, le docteur François vint rendre visite à Jean. Il était accompagné de quelques infirmières et d'un médecin retraité, le docteur Martin. « Jean, nous avons entendu parler de votre projet, » dit le docteur François. « Nous sommes venus vous offrir notre aide. Nous pouvons vous conseiller sur les besoins médicaux de l'hôpital, vous aider à organiser les services. » Jean était submergé par l'émotion. Il ne s'attendait pas à un tel soutien. Il sentait la force de la communauté grandir autour de lui. Les jours suivants furent une succession de rencontres et de propositions d'aide. Un électricien se proposa de refaire l'installation électrique. Un menuisier offrit de fabriquer les meubles. Des femmes du village organisèrent une vente de gâteaux pour récolter des fonds. L'esprit de solidarité était palpable. Jean se sentait porté par cette vague d'enthousiasme. Il avait l'impression de ne plus être seul. La douleur de la perte d'Anaïs était toujours présente, mais elle était adoucie par l'espoir et par la certitude qu'il faisait quelque chose de bien, quelque chose qui honorerait sa mémoire. Il passait ses journées à organiser les travaux, à coordonner les différentes équipes, à répondre aux questions. Il découvrait en lui des qualités de leader qu'il ne soupçonnait pas. Son énergie était contagieuse. Il inspirait confiance et détermination à ceux qui l'entouraient. Un après-midi, alors qu'il supervisait les travaux de déblaiement du terrain, Jean aperçut Ricard Moreau, l'ancien maire, qui s'approchait de lui. « Jean, » dit Ricard, la voix hésitante, « j'ai été dur avec vous au début. J'avais tort. Je vois maintenant l'énergie que vous mettez dans ce projet. Je veux vous aider. » Ricard proposa de mettre à disposition son réseau de contacts dans la région pour faciliter les démarches administratives et obtenir des autorisations. Jean accepta avec gratitude. Il savait que le soutien de Ricard était important pour rallier les derniers sceptiques. Le chantier avançait à grands pas. Les fondations étaient creusées, les murs commençaient à s'élever. Le village prenait un nouveau visage, un visage d'espoir, de solidarité et de résilience. Jean se sentait transformé. Il avait appris à faire confiance aux autres, à accepter leur aide. Il avait compris que la force d'une communauté réside dans sa capacité à s'unir pour un objectif commun. Il avait transformé sa douleur en un moteur d'espoir. Mais alors que la construction avançait, un nouveau problème se profilait à l'horizon. Les fonds commençaient à manquer. La vente de gâteaux et les dons des villageois avaient permis de financer une partie des travaux, mais il en faudrait beaucoup plus pour achever le projet. Comment Jean allait-il trouver l'argent nécessaire pour terminer l'hôpital? La question le hantait. L'aventure, loin d'être terminée, prenait un tournant inattendu. La nuit tomba sur le village, enveloppant les chantiers de l'hôpital dans un silence lourd. Jean, lui, ne trouvait pas le sommeil. Les chiffres lui martelèrent la tête. Des chiffres implacables, froids, qui dessinaient un gouffre financier béant. L'espoir, si vif la veille, s'évanouissait, remplacé par une angoisse sourde. Il se leva, erra dans la maison. La photo d'Anaïs sur la cheminée le fixait de ses yeux rieurs. « Tu m'avais promis, papa ». Les mots résonnèrent dans sa tête comme un reproche. Comment allait-il lui dire qu'il risquait d'échouer? Comment allait-il trahir cette promesse, ce serment sacré? Il s'assit sur le fauteuil, le regard perdu dans le vide. Le projet lui paraissait soudainement immense, insurmontable. Une montagne qu'il ne pourrait jamais gravir. Les doutes l'assaillaient. Avait-il été trop ambitieux, trop naïf? Aurait-il dû se contenter de pleurer sa fille en silence? Il revoyait les visages des enfants du village, leurs yeux brillants d'espoir à l'idée d'avoir un hôpital. Il entendait les voix de Chantal et Gérard, le docteur François et le docteur Martin, tous ceux qui avaient cru en lui, qui avaient donné de leur temps et de leur énergie. Les avait-il entraînés dans une chimère? La culpabilité le rongeait. Il se sentait responsable, seul responsable de cet échec potentiel. Il se souvenait des moments de joie partagés avec Anaïs, de leurs rires, de leurs jeux. Il se rappelait ses derniers mots, faibles mais déterminés. « Construis un hôpital pour les enfants, papa, pour qu'ils soient soignés, pour qu'ils soient heureux. » Il se sentait impuissant, incapable de tenir sa promesse. L'obscurité de la nuit semblait refléter l'obscurité qui envahissait son cœur. Il était seul face à ses démons, seul face à la perspective d'un rêve brisé. Les heures passèrent, l'insomnie le torturait, alimentant ses angoisses. Il se leva à nouveau.
ouvrit la fenêtre. L'air frais ne parvint pas à apaiser la fièvre qui le consumait. Le village dormait, ignorant le combat qui se déroulait dans le cœur de Jean. Il repensa aux paroles de Ricard Moreau, son ancien adversaire, aujourd'hui son allié. « Je veux vous aider, Jean. » Mais comment Ricard, ni personne d'autre, pourrait-il combler ce gouffre financier? Il se sentait piégé, pris au piège de sa propre promesse. Il ferma les yeux, essayant de chasser ses pensées obsédantes. Mais l'image d'Anaïs, souriante et pleine de vie, revenait sans cesse. « Tu vas y arriver, papa, je crois en toi. » Le doute persistait. La nuit était encore longue, et l'aube, loin d'apporter la lumière, semblait annoncer une journée de désespoir. Jean, les yeux rougis par le manque de sommeil, fixa le lever du soleil. La lumière blafarde illuminait son visage marqué par l'inquiétude. L'air était froid, mais le silence du village était encore plus glaçant. Il se sentait seul, terriblement seul, face à cette montagne de problèmes. Comment allait-il faire? La promesse faite à Anaïs résonnait dans sa tête. « Construis un hôpital pour les enfants, papa. » Ces mots étaient gravés dans son cœur, mais le poids de la réalité était écrasant. Il avait entraîné Chantal et Gérard, le docteur François et le docteur Martin dans cette aventure. Tous croyaient en lui, en son rêve. Comment pouvait-il les décevoir? Comment pouvait-il décevoir Anaïs? Il se leva, décidé. Il devait agir, trouver une solution, même si elle était douloureuse. Il pensa à sa ferme, la terre où il avait passé toute sa vie, la maison où Anaïs avait grandi. C'était son bien le plus précieux, son héritage. Mais était-ce plus précieux que la vie des enfants malades? La décision fut prise en un instant, déchirante, mais inéluctable. Il allait vendre la ferme. Le lendemain, il convoqua les villageois à la mairie. L'atmosphère était tendue, palpable. Tous savaient que la situation était critique. Jean prit la parole, la voix tremblante, mais déterminée. « Mes amis, je sais que vous vous inquiétez pour l'hôpital. Je sais que les fonds sont épuisés. J'ai cherché une solution, et je l'ai trouvée. C'est une décision difficile, la plus difficile de ma vie, mais je vais vendre ma ferme. » Un murmure parcourut la salle. L'annonce fut accueillie par un silence stupéfié. Personne ne s'attendait à un tel sacrifice. Chantal et Gérard échangèrent un regard inquiet. Le docteur François hocha la tête visiblement ému. « Je sais que cette ferme représente beaucoup pour moi, pour nous tous. C'est ici que j'ai vécu avec Anaïs. C'est ici que j'ai construit ma vie. Mais ce qui compte le plus, c'est la promesse que j'ai faite à ma fille. Et je ferai tout, absolument tout, pour la tenir. » Les mots de Jean résonnèrent dans le cœur de chacun. Son sacrifice, son amour inconditionnel pour Anaïs, son engagement envers la communauté, tout cela les toucha profondément. L'atmosphère se transforma. La tension fit place à l'admiration, à l'espoir. Ricard Moreau se leva. « Jean, vous êtes un homme de bien, un homme courageux. Je ne vous laisserai pas seul. » Patricia Leclerc acquiesça. « Nous sommes tous avec vous, Jean. Nous allons vous aider. » Un élan de solidarité se manifesta. Les villageois, touchés par le sacrifice de Jean, se mobilisèrent. Ils organisèrent des collectes de fonds, des ventes aux enchères, des événements caritatifs. Chacun donna ce qu'il pouvait, avec le cœur. Quelques semaines plus tard, Jean signa l'acte de vente de sa ferme. Le notaire lui remit un chèque conséquent. Il tenait enfin l'argent nécessaire pour terminer l'hôpital. Un sentiment de soulagement et de gratitude l'envahit. Il avait réussi, il avait tenu sa promesse. Il se rendit sur le chantier de l'hôpital. Les ouvriers étaient à pied d'œuvre, travaillant avec acharnement. Il les regarda, les yeux remplis d'émotion. Il savait que grâce à eux, grâce à sa communauté, grâce à Anaïs, l'hôpital allait bientôt ouvrir ses portes. Le docteur François s'approcha de lui. « Jean, vous êtes un héros, un vrai héros. » Jean sourit modestement. « Je n'ai fait que ce que je devais faire. » Il leva les yeux vers le ciel. Il imagina Anaïs, souriante et fière de lui. Il savait qu'elle était là, avec lui, à chaque instant. La construction de l'hôpital pouvait reprendre, plus déterminée que jamais. L'espoir renaissait, plus fort que jamais. Le village tout entier respirait à nouveau, illuminé par la promesse d'un avenir meilleur. La douleur de Jean était toujours présente, mais elle était désormais teintée d'une douce lumière, celle de l'accomplissement et de l'amour. Il avait transformé son deuil en un legs d'espoir, un symbole de résilience pour les générations futures. L'épreuve du feu avait été surmontée.
Sarah sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle s'approchait de la vieille porte en bois. Elle ne savait pas ce qui l'attendait de l'autre côté, mais elle était déterminée à affronter son destin. Les mois qui suivirent la vente de la ferme de Jean furent une course contre la montre. La communauté, galvanisée par son sacrifice, travailla sans relâche. Chaque pierre posée, chaque coup de marteau résonnait comme une victoire sur le deuil et le désespoir. Jean, bien qu'ayant perdu son foyer, retrouva un but, une raison de se lever chaque matin. Il habitait désormais une petite chambre prêtée par Chantal et Gérard, mais son véritable foyer était ce chantier, cet hôpital qui prenait forme, brique après brique. Finalement, le jour tant attendu arriva. Le ciel était d'un bleu éclatant, comme si Anaïs elle-même avait peint la journée. Le village entier était réuni devant les portes de l'hôpital flambant neuf. Des ballons multicolores flottaient dans l'air, des guirlandes ornèrent la façade. L'excitation était palpable. Le docteur François s'avança vers le micro. Aujourd'hui, nous célébrons l'espoir, la résilience et l'amour. Cet hôpital, c'est le fruit du courage d'un homme, Jean Dubois. Un homme qui a transformé sa douleur en une source d'inspiration pour nous tous. Les applaudissements retentirent chaleureux et sincères. Jean, debout à l'arrière de la foule, sentit les larmes lui monter aux yeux. Ricard Moreau et Patricia Leclerc s'approchèrent de lui, un sourire bienveillant sur le visage. « Jean, on est fiers de toi, dit Ricard, la voix empreinte d'émotion. Tu as prouvé que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière, ajouta Patricia. Jean leur sourit, reconnaissant. Ils savaient qu'ils avaient changé, qu'ils avaient compris. Le docteur François continua son discours, expliquant comment l'hôpital allait changer la vie de nombreux enfants, comment il allait offrir des soins de qualité et un environnement chaleureux. Puis, il invita Jean à le rejoindre. Jean hésita un instant, puis s'avança, le cœur battant la chamade. Il prit le micro, les mains tremblantes. « Je ne sais pas quoi dire », commença-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Cet hôpital, c'était une promesse à ma fille, Anaïs. Elle voulait que les enfants malades aient un endroit où se sentir bien, où retrouver l'espoir. J'ai perdu Anaïs, mais je n'ai jamais perdu sa promesse. Grâce à vous tous, grâce à votre générosité, à votre soutien, nous avons réussi. Cet hôpital, c'est un peu d'Anaïs qui reste parmi nous. C'est un symbole d'amour, d'espoir et de résilience. Merci. Un silence profond suivit ces paroles. Puis les applaudissements éclatèrent, plus forts que jamais. Des larmes coulaient sur de nombreux visages. Jean leva les yeux vers le ciel, comme pour remercier Anaïs. Il la sentait là, près de lui, souriante et fière. Après la cérémonie, Jean se promena dans les couloirs de l'hôpital. Il vit des enfants jouer, des infirmières sourire, des médecins s'affairer. Il entendit des rires, des chants, des mots d'encouragement. Il sentit la vie vibrer, l'espoir renaître. Il entra dans une chambre où une petite fille était assise sur un lit. Elle avait un ours en peluche dans les bras et regardait par la fenêtre. Jean s'approcha doucement. « Bonjour », dit-il avec un sourire. La petite fille se retourna. « Bonjour, monsieur. Comment tu t'appelles ?»« Je m'appelle Sophie. Et qu'est-ce que tu regardes ?»« Je regarde les oiseaux. Ils volent si haut. » Jean s'assit à côté d'elle. « Tu sais, Sophie, même quand on est malade, on peut toujours voler haut. Il suffit d'avoir de l'espoir. » Sophie le regarda, les yeux brillants. « Tu crois ? J'en suis sûr. Et cet hôpital, il est là pour ça, pour te donner l'espoir de voler à nouveau. » Sophie sourit et serra son ours en peluche contre elle. Jean resta un moment avec elle, lui racontant des histoires, lui faisant des blagues. Il sentit une paix profonde l'envahir. Il avait trouvé sa place, son nouveau rôle. Il serait là pour les enfants, pour leur apporter de l'espoir, pour les aider à voler à nouveau. Les années passèrent. L'hôpital devint un lieu de référence, un symbole de la force de la communauté. Jean, lui, devint une figure emblématique, un homme respecté et aimé de tous. Il passait ses journées à l'hôpital, rendant visite aux enfants, leur lisant des histoires, les encourageant à ne jamais perdre l'espoir. Il avait transformé sa douleur en une source d'amour et d'inspiration pour les autres. Un jour, alors qu'il était assis dans le jardin de l'hôpital, une jeune femme s'approcha de lui. Elle avait un bébé dans les bras. « Monsieur Dubois ?» demanda-t-elle. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Marie. Je suis la maman de Léa. »
Elle a été soignée ici il y a quelques années. Je voulais juste vous remercier. Grâce à vous, grâce à cet hôpital, ma fille est en vie. Jean sourit, les yeux remplis de larmes. C'est grâce à vous tous, grâce à votre soutien, et surtout grâce à Anaïs. Marie lui tendit son bébé. Tenez, prenez-la dans vos bras. Jean prit Léa dans ses bras. Elle était si petite, si fragile. Il la serra doucement contre lui. Il sentit l'amour l'envahir, un amour pur et inconditionnel. « Elle est magnifique, dit-il, la voix tremblante. Elle porte le prénom de votre fille en deuxième prénom, Anaïs. » Jean ferma les yeux, les larmes coulant sur ses joues. Il avait tenu sa promesse. Il avait transformé sa douleur en un héritage d'amour. Anaïs vivait à travers cet hôpital, à travers ses enfants, à travers Léa. Il avait enfin trouvé la paix. Il ouvrit les yeux et regarda Marie. « Merci, dit-il avec un sourire. Merci du fond du cœur. » Ce jour-là, Jean comprit que la vie, malgré les épreuves, est un cadeau précieux. Il comprit que l'amour est plus fort que la mort. Il comprit que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Et il comprit que son héritage, l'héritage d'Anaïs, vivrait pour toujours. Il avait trouvé son élixir, non pas une potion magique, mais la certitude que l'amour et la compassion peuvent transformer le monde. Il était rentré chez lui, transformé, porteur d'un message d'espoir pour tous. Son voyage était accompli.